de la Liga, ce classico tant attendu qui a opposé le Barça au Real de Madrid, un classico à polémique. Nous allons en débattre dans ce studio et je suis sûr que mes invités ils sont venus avec des armes offensives pour débattre autour de ce classico et plusieurs autres sujets. Speed Sport. Nous ouvrons cette émission par la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous ouvrons les hostilités par le Bénin et nous allons parler de la reprise de la Super League Pro qui est programmée pour le week-end prochain, les 26 et 27 avril prochain. Alors Roland, la Super League Pro, la deuxième partie, c'est à partir du week-end prochain et les clubs normalement devraient n'ont plus droit à l'erreur, j'allais dire. Oui, et 2 semaines ont séparé la pause de la première phase à la seconde phase, à la deuxième phase. Les équipes se sont retroussées un peu, travaillées dans les coins, dans les coulisses. Je pense qu'ils sont revenus pour maintenant montrer autre face, un autre visage au peuple béninois, au monde entier. Ceux qui étaient pratiquement en bas du classement vont beaucoup travailler. Vous avez parlé bien évidemment de Damissa qui était pratiquement 13e sur le classement. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Il y a aussi Dynamo d'Abomey. Je pense que j'ai une idée sur ce club, pardon. Eux aussi, ils ont beaucoup travaillé. Ils avaient même livré des matchs amicaux avec Dadje, tout ça là. Donc, je pense que c'est un moment, c'est 2 semaines de temps pour revoir encore le système, ce qui n'a pas fonctionné au moment de la première phase. Ils vont revenir en force pour dicter leur loi. C'est vrai, il y aura encore des retournements de situation, oui. Celui qui se voit en première position, en tête du classement, peut se retourner en dernière position. Donc, je pense que nous aurons une bonne phase, une deuxième phase avec beaucoup de retournements de situation, beaucoup de situations, beaucoup de trucs là. Voilà, avec la réalisation, nous allons essayer de voir les affiches de la reprise de cette Super League Pro. Mais avant que ceci ne soit fait, voilà, comme cela est affiché à l'écran de vos écrans, chers téléspectateurs, vous avez les différentes affiches de la reprise de cette Super League Pro les 27 et 28 avril prochain et déjà Banigansé, voilà, qui reçoit AS Cotonou de l'autre côté de Banikwara. Ça sera le samedi, un Dragon FC qui reçoit Dadje FC au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et Dynamo qui reçoit Ayema, ça sera à Abomey. Et comme je le disais tout à l'heure, les Requins de l'Atlantique reçoivent Damissa FC. Le samedi prochain à 16h au stade d'Abomey Calavi à Kassato et le dimanche Aspac qui reçoit Takounen, ça sera à 16h à Tofor et de l'autre côté de Niki, il y aura ce déplacement de Coton FC qui jouera les Cavaliers et à Pobet, nous aurons JSP contre Espoir de Savalou et le dernier match de cette reprise le dimanche qui opposera et ce match opposera Lotto Popo à Sobemab FC. Alors je le disais tantôt, Chérif, les Requins de l'Atlantique qui n'ont plus du tout droit à l'erreur puisque à la reprise de cette deuxième phase du championnat, ils sont derniers de ce championnat. Ouais, ils sont derniers de ce championnat. Il va falloir maintenant davantage travailler parce que là, c'est le moment où jamais d'essayer de renverser la situation, de remonter la pente. Parce que là, vous êtes une grande équipe, vous avez fait déjà un nom dans ce championnat. Maintenant, on connaît déjà l'histoire de ces deux équipes-là. Et les voir derniers, ça fait vraiment de la peine. Ils ont la chance de recevoir Aspac et Requin, l'autre reçoit Damissa, l'autre reçoit Takounen FC. Donc, le travail ou rien. Hein, Gildas. Après, les deux équipes quand même qui ont eu la chance de garder la tête du classement, ils doivent aussi savoir que c'est le moment ou jamais, c'est la phase ou jamais où il faut essayer de travailler davantage pour essayer de garder cette dynamique. Parce que là, on sait que Coton va revenir fort. Coton qui a été, on l'avait dit plusieurs fois dans cette émission, Coton qui a été déjà plusieurs fois champion dans ce championnat. Coton va vraiment essayer de frapper fort pour essayer de renverser la vapeur, pour essayer de reprendre les choses en main. Mais on attend quand même une très bonne reprise
de ce championnat. Voilà. Alors, et Roland, quand on est coach et on aborde la dernière partie de ce championnat, qu'est-ce qu'on peut dire à cette troupe, à ces joueurs pour les motiver? La première des choses, c'est les consignes clés. Il faut adopter un système qui va permettre aux joueurs de bien jouer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'il faut être pointu sur les décisions. Je pense qu'il faut mettre les joueurs dans une bonne condition pour qu'ils ne soient pas, comment dirais-je, ils ne soient pas frustrés surtout. Il y a tous ces paramètres-là. Donc les coachs sont au courant, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont pris un bon moment de travail sur l'équipe. Ils ont un peu vu la performance des joueurs qui ont discuté la première phase, ceux qui étaient au banc, bon, qui ne voyaient pas trop, qui ne sont pas forcément au même niveau que les autres. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé, donc ils vont plutôt aider, voir un peu les autres à aller de l'avant. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de retournements de situation. Voilà. En tout cas, le week-end prochain, ou je dirais le lundi prochain, nous serons encore dans ce studio pour vous donner les résultats de ces différents matchs, de très beaux matchs qui nous attendent pour la reprise de cette Super League Pro, la deuxième phase de cette Super League Pro. Alors, nous allons au-delà des frontières du Bénin cette fois-ci en Afrique pour parler toujours foot. Ce week-end se jouait les demi-finales aller de la Ligue des Champions CAF, deux matchs très intéressants à haute intensité. Le premier match était celui-là qui opposait les tout-puissants Mazembe du Congo face au tenant du titre Al Ahly. Le score de ce match était de 0 but partout. Et le deuxième match, c'était ce match qui opposait l'Espérance de Tunis au Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, et qui ont perdu en Tunisie un but à 0. Voilà, l'Espérance de Tunis a battu Mamelodi Sundowns 1 but à 0 avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre un bref résumé de ce match, juste le but pour permettre aux téléspectateurs qui n'ont pas suivi ces confrontations-là de voir un peu à quoi ça ressemble. Un but à 0 en faveur des Tunisiens, j'allais dire, un but à 0 en faveur de l'Espérance de Tunis qui, Chérif, prend une bonne option pour le match retour de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Ah oui, ils prennent une très belle option, cette équipe de l'Espérance de Tunis. Cette équipe, elle a une longue histoire, parlant de cette coupe CAF. Elle s'y connaît. Sur ce match-là, ils ont été impressionnants, même si le score n'était qu'un d'un but à 0. Mamelodi Sundowns, une équipe qui est apparue depuis quelques années. Je pense que bon, le match au retour, ils seront à domicile, ils vont recevoir les Tunisiens face à leur public. Ça va être un peu, le public va les pousser davantage à aller chercher l'égalisation, pourquoi pas aller marquer davantage. Mais je pense que les Tunisiens partent quand même avec un léger avantage vu l'expérience que connaît cette équipe Gildas. Voilà, merci. En tout cas, tout va se jouer au match retour de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Un but, c'est déjà suffisant. Alors, l'autre match de cette demi-finale, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce match qui opposait les tout-puissants Mazembe à Al Ahly. Et les Congolais n'ont pu faire que match nul, 0 but partout, et l'avantage revient au tenant du titre, Al Ahly, qui reçoit le week-end prochain à domicile. Roland. Oui, c'est possible. C'est des équipes qui se connaissent très bien. Je pense que leur dernière confrontation date de 2017 où ils avaient joué exactement la même chose, match nul au Congo. Et c'est au retour que Al Ahly a battu Mazembe en Égypte 2 buts à 1. Donc je pense que la même situation est revenue encore, match nul à domicile. Et il faut dire que cette équipe de Al Ahly est quand même avec 11 titres, je pense bien, 11 titres. Donc ils sont recordman, voilà, recordman oui, ça de fait, cette ça compétition. fait 4e demi-finale d'affilée. Donc je pense qu'ils auront énormément d'avantages. Surtout que, bon, je n'ai pas à l'habitude de toujours dire ça, ils auront le 12e joueur qui vont les accompagner ou à domicile. Donc ils auront un avantage confortable pour pouvoir dicter leur loi. À ce niveau, il faut dire que c'est l'expérience qui joue. Alors, chers téléspectateurs, ainsi sur ces informations de la Ligue des Champions CAF, nous allons fermer la page de cette première rubrique et aborder la deuxième rubrique. Il s'agit de Tout d'Europe.
En Europe, ce week-end ou cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. Les yeux des amoureux du cuiron étaient tous rivés de l'autre côté de l'Europe puisqu'il y avait les quarts de finale retour de la Ligue des Champions et ce week-end, des matchs en Angleterre et en Espagne. Et l'un des matchs les plus suivis du monde, c'était ce classico-là qui opposait le Real de Madrid qui recevait le FC Barcelone. Au thème de cette rencontre, le Real a emporté 3-0. Mais avant qu'on ne vienne sur ce classico, nous allons d'abord nous pencher sur les événements. Et en milieu de semaine, le mardi et mercredi dernier, c'était le retour des matchs de quart de finale de la Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain au FC à Barcelone. Alors, retournement de situation, Chérif, le Paris Saint-Germain qui a eu raison du FC Barcelone au Camp Nou, pas au Camp Nou, mais en Espagne, et le Paris Saint-Germain a battu FC Barcelone 4-1 au match retour, ce qui permet aux Parisiens de retrouver le dernier carré de la Coupe au là, ils auraient les demi-finales. Ouais, ça me rappelle un petit peu il y a quelques années où le PSG s'est imposé 4-0 et a reçu une leçon de football au match au retour, 6-1 pour l'histoire, en griffe. Pour ce match-là seul, je ne m'attendais pas forcément les Parisiens à ce niveau. Ils m'ont un petit peu surpris. Je n'ai jamais vu le PSG avec beaucoup de chance. C'est vrai que sur le match-là, beaucoup diront que ouais, le contenu du match a été changé un petit peu grâce au carton rouge, mais le carton rouge, il est mérité. Pour moi, le niveau de ce dernier défenseur-là, ça ne lui permet pas de commettre ce genre de faute sur Barcola. Barcola qui est pratiquement l'homme du match. Hein. Pour moi, personnellement, je le prends comme l'homme du match et Dembélé. Parce qu'ils ont été impressionnants dans ce match. Ils ont gardé le ballon, ils étaient pratiquement dans tous les compartiments. Pourquoi tu vas commettre cette faute sur Dembélé? Mais c'est pas possible. Après, ça a changé beaucoup, le carton rouge a changé beaucoup de choses. Les Parisiens en ont profité, même sur le contenu des deux matchs. Quand bien même que le PSG perdait le match aller, ils ont été dominateurs du match. Donc, en même temps, ce carton est intervenu. Ils ont pratiquement assommé la défense du Barça. Après, le carton rouge, ça fait partie de la règle du jeu. Hein. Tu mènes 3-2 au match aller. Dès le retour, tu mènes 1-0. Pourquoi tu te fermes dans ta cage? Tu es obligé de sortir pour aller jouer devant. Mais je sais pas les consignes qui ont été données. Et après, les Barcelonais ont replié dans leur camp tout de suite. Ça en a profité aux Parisiens qui ont tapé. Et après, ils sont passés à côté de leur match. Le Barça m'a déçu, mais bref, ça fait la bonne chance aux Parisiens. Ça fait partie du foot, que ce soit des erreurs défensives, des erreurs d'arbitrage. Alors, Roland Chérif le disait tout à l'heure, et c'est un carton rouge mérité, mais à ce stade de la compétition, quand on joue la 30e minute d'un match de quart de finale de Champions League, un match retour, la 30e minute, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de mettre un rouge directement sur cette faute d'Araujo sur Barcola? Bon, ça reste les principes du match. Je pense que c'est un carton mérité. Je ne sais pas si ça serait rouge ou pas, rouge ou bien jaune, mais c'est une faute grave parce que tu es le dernier défenseur. L'attaquant était en direction des buts, donc tu dois l'éviter, soit tu le laisses. Rien n'est évident s'il va marquer, donc je pense que c'est un carton mérité. Je ne sais pas si c'est rouge ou jaune, mais il faut dire que ça a vraiment basculé le match. C'est un match vraiment scandaleux. Ça a vraiment basculé parce que Barça était en position, ils avaient un avantage confortable parce qu'ils avaient battu PSG 3-2. Donc ils avaient un but d'avantage. Et à domicile, ils avaient marqué un temps. Ça fait 2 buts d'écart. Donc ils ont un avantage très, très, très confortable pour pouvoir renvoyer cette équipe parisienne à la maison. Faute de ce carton rouge, une erreur grave. Le match a complètement basculé, oui. Je pense que le PSG aussi il s'est profité de cette occasion pour pouvoir titiller cette équipe. Il y avait des trucs là, des actions, des idées, des décisions vraiment que je salue parce que cette équipe était vraiment morte. Mais vraiment, à cause de ce carton. Mais il ne faudrait pas quand même que les Barcelonais se servent de ce carton pour justifier cette défaite. Parce que là, on a vu des équipes comme la Côte d'Ivoire, souvenez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire quand même a réussi à surpasser le Mali. A réussi quand même à surpasser le Mali, on se rappelle, même à 10 contre 11. Parce que là, le carton rouge,
Ça fait partie de la règle du jeu. Mais tu mènes 3-2 au match aller. Au match retour, tu mènes 1-0. Mais t'as plus le choix. Il faut sortir pour aller défendre. Il faut sortir pour jouer il faut sortir pour jouer devant. Je sais pas pourquoi les Barcelonais ont tendance à là, il faut regarder un peu le statut de l'équipe. Barça n'est plus le Barça d'alors. Si le Barça d'alors, même à 9 contre 11, Barça peut gagner. Mais aujourd'hui, c'est une équipe en reconstruction. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de transitions avec 16 jeunes joueurs. Il y a un style de jeu quand même assez galvanisé qu'on voit sur l'aire de jeu. On voit que Xavi, il a quand même remobilisé la troupe. Les jeunes sont très bien engagés. Ils essaient quand même de distribuer des systèmes de passe. Je pense que le problème, c'est au niveau de l'entraîneur. Parce qu'à un moment donné, tu as perdu un joueur, tu es à 10 contre 11, il faut chercher les ressources en même temps, il faut adopter rapidement un système qui va empêcher l'équipe adverse de marquer, ce qu'il n'a pas fait. Il était moralement dépassé. La nervosité lui a quand même... Finalement, nous allons recentrer les débats. C'est vrai que à ce niveau de la compétition, il y a des erreurs qu'il ne faut pas se permettre de faire. Et comme par exemple la sortie de Lamine Yamal, après le carton rouge reçu par le FC Barcelone, Lamine Yamal qui était l'homme en jambe de ce match-là. Donc c'était une erreur selon des observateurs de Xavi de faire sortir Lamine Yamal. Alors il n'y avait pas que ce match du FC Barcelone au Paris Saint-Germain qui était au programme. C'est vrai, le Paris Saint-Germain va en demi-finale où nous leur souhaitons une très bonne chance et on espère que Luis Enrique parviendra à atteindre la finale et pourquoi pas donner enfin ce titre tant convoité par le Paris Saint-Germain parce que qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra que le seul club français champion d'Europe reste toujours ce club-là, Marseille. Qui est aussi qualifié pour les demi-finales en Europa League. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas que ce match qui opposait le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Il y avait d'autres matchs et avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match qui opposait Manchester City au Real de Madrid. Antonio Rudiger pour le coup de grâce. Le Real est en demi-finale. Dernier tireur de cette séance de tir au but, Antonio Rudiger envoie le Real de Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Alors, Chérif, c'était un match passionnant. Tout le monde s'attendait à tous les scénarios possibles, sauf une qualification du Real de Madrid en demi-finale de cette Ligue des Champions, étant donné que Manchester City jouait à domicile. Ah oui, je ne m'attendais pas à ce que le Real se qualifie. Sur ce match-là, vraiment, j'ai été sidéré par la prestation du Real, surtout défensivement. Ils ont été énormes dans cette défense. On voit City quand même assiéger la défense du Real pour essayer de les acculer dans leur zone. Mais après, vraiment, le Real quand même a su quand même gérer, surpasser cette équipe de Manchester City. Manchester City avec Guardiola qu'on connaît, ce style de jeu qui consiste quand même à priver l'adversaire du ballon. Vraiment, ils ont été énormes, cette équipe du Real. Encore une fois, réussi à éliminer cette équipe de Manchester City. Ça fait la deuxième fois que le Real élimine Manchester City sur les 5 dernières années. C'est énorme. Bravo à cette équipe du Real Madrid. Les mots franchement me manquent pour qualifier cette prestation des hommes de Carlo Ancelotti. Après, les attaquants de Man City peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. J'ai été un petit peu déçu par le comportement d'Haaland quand même qui a été pratiquement nul. Il a été absent. Il y avait des centres quand même. On cherchait coûte que coûte Haaland, mais il est un petit peu déçu dans le contenu du match. On peut que dire bravo à cette équipe du Real quand même qui a été énormissime. Faut dire que tous les jours, les joueurs n'ont pas la chance. Tous les jours, Haaland, on le reconnaît, c'est un serial buteur, mais sur ces deux confrontations, il a été vraiment inexistant. J'ai bien envie de ne pas donner la parole à Roland puisque c'est son club d'amour, le Real de Madrid. Mais bon, comme nous sommes dans une émission, alors Roland, vous avez la parole. Il y a un homme qui moi personnellement m'a impressionné dans la défense du Real de Madrid, c'est Carvajal, du haut de ses 32 ans avec ce carton jaune qui ne l'a pas empêché d'être au top de sa performance. Il a sorti une performance de ouf contre Manchester City. Carvajal, c'est un homme de la maison. Il est là, ça fait longtemps. C'est l'ancien de la défense. Donc, je pense que je ne suis pas
comment dirais-je, étonné par sa prestation, tout ce qu'il a fait. Moi, je pense que le Real a été bon à la hauteur de la tâche, si je peux m'exprimer ainsi, parce que certains parlaient que le Real n'a pas joué, n'a pas développé le jeu, ils avaient joué défensivement. Moi, je dis, je ne sais pas si ceux-là ont suivi le match à la radio, parce qu'en premier mi-temps, vous allez voir, le Real, d'ailleurs, même, ils ont marqué un premier. En premier, à la 12e minute. Et c'était sur quoi? C'était sur les accélérations, c'était sur les passes en profondeur qu'ils avaient marqué. Si le Real n'avait pas raté tellement de buts, ils allaient faire le break avant d'aller en deuxième mi-temps. Donc, le Real a joué. Je sais que ça ne m'étonne pas, la première mi-temps, je pense que c'est une équipe qui était à la hauteur de sa tâche. C'est une équipe qui a montré, qui a percuté, qui a montré à l'équipe adverse que c'est vrai, ils sont à la maison, mais ils sont capables de les titiller. Voilà. Parce que c'est une équipe qui a maîtrisé et cette compétition. Ancelotti, quand même, il a mis en place un système de jeu anti-Guardiola, en fait. C'est ce que j'ai vu sur l'air. Quand vous avez une équipe qui essaie de vous priver du ballon, il faut pas procéder par les contres. Et c'est ce qu'on a vu chaque fois quand le Real essaye d'occuper le ballon, ils essaient tout de suite de balancer le ballon devant. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 90 minutes. Non seulement Ancelotti, psychologiquement, les joueurs étaient en place, ils savent de quoi. Nous n'allons pas nous attarder sur... Ce qui les attend, c'est le City. Et c'est à la maison. Et vous vous rappelez bien l'année dernière, en 2022, où City avait battu le Real à domicile 3 buts à 4. Mais au retour à Bernabeu, la situation était retournée, oui, parce que City marquait encore à la 70e minute. C'était le but de Riyad Mahrez et Real avait retourné la situation. Donc, c'est un peu pour dire que même en dernière minute à jouer avec le Real, il faut faire beaucoup attention. Oui, c'est le Real. Il faut marquer le nombre de buts qu'il faut pour empêcher cette équipe de ne pas créer. Oui, nous n'allons pas nous attarder sur ce match-là. Chérif l'a dit tout à l'heure, les attaquants de City ne pourront que se mordre le doigt parce qu'ils ont raté tellement d'occasions et ce qui a profité au Real de Madrid durant la séance des tirs au but. Et je le disais hors antenne tout à l'heure, Lounine qui assure pleinement son rôle de deuxième et qui a vraiment pu assumer cette lourde responsabilité de prendre la place de Thibaut Courtois. Voilà, j'y arrive, de prendre la place de Thibaut Courtois qui est blessé mais qui a retrouvé son effectif et qui a repris la séance des entraînements. Il n'y avait pas que ce match-là, il y a ce retournement de situation de l'autre côté de l'Allemagne où le Borussia Dortmund a battu l'Atlético de Madrid d'un 4-2 pour se qualifier en demi-finale de cette Ligue des Champions. Le résumé de ce match avec la réalisation. Mené 2-1 au match aller de l'autre côté de l'Espagne, le Borussia Dortmund a renversé la situation en battant l'Atlético de Madrid un 4-2 à domicile. Conséquence, l'Atlético de Madrid s'arrête en quart de finale et le Borussia Dortmund, lui, en demi-finale, retrouvera le Paris Saint-Germain. Roland, on se rappelle, on se rappelle qu'il y a déjà eu des confrontations entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. À l'époque, Erling Haaland était encore de l'autre côté du Borussia Dortmund. Alors, de cette confrontation-là, qui, selon vous, voyez-vous, voilà, j'allais dire, en finale de cette Ligue des Champions? Sur ce match-là de Borussia Dortmund face à l'équipe de l'Atlético Madrid, j'ai été un petit peu déçu par le comportement des Madrilènes tout au long de cette rencontre. Un match que vous menez, voilà, vous menez au match aller. Et dès le retour, vous avez quand même cet avantage qui pourrait quand même vous permettre d'être plus à l'aise et de surclasser votre adversaire du jour. Mais malheureusement, ils ont laissé aller cette équipe du Borussia Dortmund à fond, qui en a tellement faim et qui quand même a su faire la différence. Maintenant, l'affiche sera Dortmund face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Sur ce match-là, je pense que les Parisiens ils partent avec un léger avantage. On n'a plus à défendre ou à dire peut-être que ouais, aujourd'hui il s'agit de City, il s'agit de Real. Non, devant il s'agit d'une équipe du Borussia Dortmund. Sur papier, les Parisiens, ils ont un avantage. Mais c'est ce qu'on avait dit. On avait dit sur papier l'Atlético de Madrid partait vraiment favori, mais voilà. Non, mais la différence c'est que le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il y a Mbappé qui est là, qui joue sa dernière carte. Il va peut-être chercher à aller à sortir par la grande porte.
peut-être en poussant ses partenaires à aller s'imposer face à cette équipe de Dortmund et se qualifier peut-être pour la finale, une deuxième fois. Et celle-là, peut-être la bonne, parce que là, aujourd'hui, certes, le Real a su quand même battre City, le Bayern quand même a su battre Arsenal, mais ce ne sont pas les grands Bayern, les grands Real que j'ai connus il y a quelques années. Donc, se passer de Borussia Dortmund, ce serait quand même un très grand pas vers le titre pour moi, pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Une belle confrontation qui nous attend en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, le Real de Madrid est face au Bayern de Munich. On se rappelle que les deux équipes se sont déjà rencontrées plusieurs fois dans cette compétition et l'avantage a toujours souri au Real de Madrid. Alors, une autre confrontation entre ces deux clubs-là, Roland, pour vous, qui voyez-vous favoris durant cette double confrontation? Oui, je pense que les dernières confrontations, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes tests. C'était avec Cristiano Ronaldo qui gagnait le match, qui essaie de marquer beaucoup de buts pour pouvoir tuer cette équipe. Aujourd'hui, l'effectif a changé, mais ça demeure tout le Real. Une grande institution qui maîtrise, qui a une mainmise sur cette compétition. Donc le Real va toujours forcer parce qu'à ce niveau, le Real n'a rien à perdre. Pour ce qui s'est passé pour les années antérieures, le Real à ce niveau n'a rien à perdre. Le Real se renforce beaucoup pour pouvoir aller chercher le trophée. Voilà qu'ils ont déjà combien? 14 déjà dans le tiroir. Donc ils vont chercher à prendre le 15e. Mais il faut dire que les clubs allemands restent toujours forts à la maison. C'est vrai que le Bayern de Munich qui traverse actuellement une période un peu compliquée, voilà, qui a déjà perdu la Bundesliga, qui n'est plus en course, voilà, j'allais dire pour la Coupe d'Allemagne. Et la seule compétition majeure qui lui reste, c'est cette Ligue des Champions. Alors avant de la remporter, il va falloir battre le Real de Madrid et espérer se qualifier pour la finale. Alors, de la Champions League, nous allons nous rendre de l'autre côté de l'Espagne pour parler de ce classico à polémique entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors, avant que je ne donne la parole à mes débatteurs en studio, nous allons, avec la complicité de la réalisation, suivre le résumé de ce match qui opposait le Real de Madrid au FC Barcelone. Score final 3-2 en faveur du Real de Madrid. Du coup, Chérif, à 6 journées de la fin de la Liga, le Real de Madrid avec cette victoire, désormais 11 points voilà, d'avance sur le FC Barcelone, son dauphin. On pourra dire que la Liga est déjà pliée. Ah oui, ils le savent. Hein, ils le savent. Hein. Xavi et ces hommes le savent déjà, hein, c'est quasiment plié. Bien avant le match, il a eu un discours un peu de revanche. Il a l'intention de gagner ce match. Il va le gagner, il doit le gagner, c'est ce qu'il a dit avant le match. Malheureusement, sur l'ensemble des 90 minutes, ça n'a pas été le cas. Et là, ils ont marqué, ils ont été rattrapés, ils ont marqué. Après, je me dis, mais le Real, vraiment, c'est une véritable démonstration de force, encore une fois. Hein. Les joueurs du Real. Donc après, certains diront qu'il y a quand même but sur cette frappe-là qui a légèrement dépassé la ligne ou pas. Il y a polémique. Mais après, je me dis, mais avec le niveau de la Liga, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir les moyens pour avoir la goal line technologie? C'est le véritable problème qui se pose. On ne peut pas avoir un championnat de ce niveau-là. La Liga aujourd'hui, c'est l'un des 4 grands, voire 5 grands championnats d'Europe. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens pour prendre la goal line technologie. Ça pose un véritable problème. Même en Ligue 1, il y a la goal line technologie. Mais aujourd'hui, pour ce match-là, l'un des matchs les plus suivis au monde, le Real contre le Barça, depuis des années, c'est une histoire des milliers de personnes qui suivent ce match. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens pour la goal line technologie. C'est un véritable problème. Et je pense que la Liga, quand même, doit revoir avec ce système pour essayer de régler cette histoire une fois de bon, pour qu'on arrête avec des polémiques. À chaque fois que le Real joue avec le Barça, il y a toujours des histoires d'arbitrage. À chaque fois que le Barça joue avec le Real, il y a toujours des décisions d'arbitrage qui arrangent l'autre ou qui n'arrangent pas l'autre. Voilà. On en a marre. Hein. Alors, puis comme je le disais tout à l'heure, nous avons un fan du Real de Madrid avec nous sur ce plateau, en la personne de Roland Bédier. 2 questions avant que vous ne continuiez votre développement. Il y avait but de Lamine Yamal sur l'occasion là où il n'y avait pas but.
Je pense qu'il n'y avait pas but parce que la balle n'a pas traversé complètement. Il y a une partie de la balle sur la ligne. Là, c'est le fan du Real qui Non, parle ou pas c'est ça. le consultant? Moi, je dis, il faudrait qu'on fasse des débats d'idées, des débats critiques. Chérif parlait tout à l'heure de la Golan technologie, je suis d'accord, c'est une possibilité pour aussi s'assurer et véritablement qu'il y a but. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a l'arbitre central qui est là, qui a la dernière décision à donner. Il y a les deux assistants. Il y a aussi le VAR. La VAR, je ne sais pas ce que vous dites. Les deux se disent. Donc il y a la VAR aussi. Donc il y a tellement de possibilités. N'en déplaise la Golan technologie dont vous parlez. Donc il y a plusieurs possibilités pour justifier s'il y a but ou pas. Donc je pense que, bon, la décision est nette, selon moi. Bon, ça reste les critiques des fans, hein. Il y a but, il n'y a pas but. Mais la décision finale de l'arbitre, c'est qu'il n'y a pas but. Parce que même, et quand les joueurs du Barça contestaient, l'arbitre avait plus le temps de discuter avec les arbitres de la VAR. Et il a pris la décision. Les arbitres de la VAR n'avaient pas toutes les vidéos, n'avaient pas tous les angles des caméras afin de vraiment juger si la balle avait traversé la ligne. Là, vous contestez encore la VAR. Non, je ne conteste pas. Tout le monde avait applaudi, on avait accepté. Vous contestez encore. Je ne suis pas en train de contester la VAR, étant donné qu'il y a eu plusieurs erreurs. Hein. Sur plusieurs matchs, il y a eu des erreurs de la VAR où la VAR avait du mal à se prononcer, avait du mal à prendre des décisions. En tout cas, je ne sais pas si vous avez toujours quelque chose à dire sur ce match-là. Oui, je pense que c'est un match à polémique. Il y a plusieurs situations. Il y avait aussi le pénalty refusé sur Fermín López. Fermín López, je pense que il y avait toutes ces polémiques-là. Je pense que l'arbitre, il est le seul maître du terrain. Il a deux assistants. Je pense que s'il y a pénalty, il allait siffler. Maintenant, les erreurs, quand nous parlons toujours, nous attaquons les arbitres. Moi, je me demande, est-ce que c'est des critiques qui vont peut-être probablement changer les donnes du match? Je pense que les erreurs d'arbitrage ne finiront jamais. Parce que là, pour moi, le rôle d'arbitrage, c'est l'un des rôles les plus compliqués, les plus difficiles au monde. Vous êtes un arbitre, c'est vous de décider le sort de match. Ce n'est vraiment pas facile. Hein. Et dans tous les matchs possibles, il y aura toujours des polémiques, toujours des histoires d'arbitrage. Si j'étais un coach, le seul conseil que je donnerais peut-être à mes joueurs, à mes hommes, c'est de leur dire, mes gars, faites le maximum possible pour marquer des buts. Quand vous marquez, on ne va pas vous l'enlever. Hein. On ne va pas vous l'enlever. C'est vrai, il y a des possibilités de hors-jeu, mais quand vous marquez, personne ne va vous l'enlever. Si le Barça avait marqué autant, qui va leur enlever le but? Bon. Je dis après, le Barça a failli au début, ils avaient une suprématie sur ce jeu-là pendant plus de 20 minutes. Ils avaient dominé ce jeu-là. Donc, ils avaient tellement de possibilités à marquer beaucoup de buts. Xavi ne peut pas s'en prendre à lui-même. Voilà, il y avait pas que le Classico qui était en jeu ce week-end. On jouait également la Première Ligue, et c'est vrai. Et Manchester City n'a pas joué parce que Manchester jouait sa demi-finale de FA Cup contre Chelsea. Ils ont battu Chelsea 1-0. Manchester City qui va jouer la finale de la FA Cup contre Manchester United, mais en Première Ligue, ça se jouait puisque Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Wolverhampton où Arsenal a remporté le match sur le score de 2-0. La réalisation va nous permettre de suivre le résumé de ce match. Ødegaard et ce centre repoussé par Totti et Martin Ødegaard. 2-0 en faveur de Arsenal, ce qui permet à Arsenal de prendre provisoirement la tête de ce championnat avec 14 points, suivi de Liverpool, un deuxième avec 14 points, et City pointe à la troisième place avec 13 points, mais City, comme je le disais tout à l'heure, compte un match en retard. Alors, Chérif, la Première Ligue n'a pas encore, ou bien le trophée n'a pas encore choisi son vainqueur. Ah oui, la bataille est encore assez rude pour cette Première Ligue. Arsenal de l'autre côté, Liverpool de l'autre côté et Man City. Mais je pense que pour ces derniers matchs, pour ces quelques matchs qui restent, je pense que City ne va pas faillir. Parce que là, City, Guardiola n'a pratiquement plus rien à perdre. Même s'il n'y a plus de club anglais dans la Ligue des Champions. Arsenal a gagné. Arsenal est en tête et s'est fait rattraper par Liverpool. Égalité de points à la différence de goal average. Je pense que pour demain, City joue demain. Pour demain, City va gagner et puis va reprendre la tête de ce classement-là. Ça va être très difficile ces derniers matchs, mais je pense que City réussira quand même
à tirer son épingle du jeu. Voilà. Aucun de ces trois clubs-là n'a plus d'erreur à faire, hein, que ce soit Arsenal, Liverpool ou Manchester City. Avec ces quelques matchs qui restent là, plus d'erreur. Si vous faites une erreur, cette erreur vous sera fatale. Oui, je pense que les deux équipes n'ont pas dressé un lit confortable. 74 points aujourd'hui. Et puis, déjà, City est derrière 73 points. Ils ont un match de retard. Je pense qu'ils n'ont pas dressé un lit confortable. Surtout que, c'est un peu ce que Chérif disait, City n'a rien à perdre. FA Cup, c'est possible qu'ils ratent parce que c'est un derby. C'est contre le Manchester United. Donc, je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Il fallait rapidement gagner la première ligue pour ne pas tout perdre cette année. Voilà. Alors, chers téléspectateurs du Tour d'Europe, hein, et passant par l'Angleterre et l'Espagne, hein, c'est sur ces informations que nous allons fermer cette rubrique Tour d'Europe pour aborder la troisième et dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de Autres Sport. Ici, nous parlerons du championnat du monde de Formule 1 avec Max Verstappen qui continue son envol, hein, qui continue sa folle relancée vers le sacre, puisque dans ce week-end en Chine, il a remporté sa 4e course, hein, totalisant ainsi 25 points. Avec la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce sacre, hein, de cette victoire, j'allais dire, de Max Verstappen. C'était dans le Grand Prix de Chine. Pour le vainqueur du jour, Max Verstappen, une nouvelle fois victorieux, 4e. Voilà, hein, c'était la victoire, la 4e victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Chine. Hein. Alors, il est suivi de Norris, hein, de Perez et de Charles Leclerc, le français, et de Sainz. Il faut rappeler que Lewis Hamilton, lui, vient seulement à la 9e place avec 2 petits points au compteur depuis 2 saisons. Il faut rappeler que Lewis Hamilton avec sa Mercedes sont en train de tâtonner. On espère que le grand champion du monde va revenir au top de sa performance. Alors, chers téléspectateurs de Speed Sport, c'est sur cette information de Formule 1 que nous allons clôturer cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, Chérif. Merci de nous Gildas, avoir honoré de votre présence. C'était un plaisir, Gildas. Voilà. Roland, fan furieux, voilà, ou bien grand fan du Real de Madrid, merci à vous aussi de nous honorer. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la croisée des chemins Speed Sport. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle énergie, avec plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien.